Donc, je vais aborder dans le cours de cette semaine un troisième équipement d'analyse, tout le sujet qui entoure l'analyse chimique par fluorescence X. Je vais aborder, comme je l'ai fait pour les deux autres appareils, la théorie derrière le principe d'analyse. Donc, disons tout de suite que l'analyse par fluorescence X, c'est à la base un système qui permet de détecter la présence d'éléments dans un échantillon et d'en mesurer aussi la concentration. Mais on peut aussi utiliser la technique, le principe de fluorescence X pour une autre application tout aussi intéressante, du point de vue de la métallurgie. En l'occurrence, ça permet de mesurer des épaisseurs de métal déposé ou l'épaisseur de couches comme par exemple la couche d'alumine sur l'aluminium. Donc, c'est un système qui devient intéressant en métallurgie. Euh, donc, je vais consacrer la capsule. Donc, dire tout de suite, avant de commencer, que cette semaine, la cinquième semaine de cours, je vais consacrer une seule capsule pour cette semaine, une cinquantaine de minutes, parce que je ne veux pas aller je vois que la théorie avance à un rythme assez soutenu. Donc, je veux essayer de répartir les notions théoriques sur l'ensemble de la session. Donc, je vais ralentir un petit peu le rythme, d'autant plus qu'il y a un examen de prévu la semaine prochaine. Donc, je ne veux pas non plus vous assommer avec trop de théorie, qui, de toute façon, celle concernant l'analyse chimique par spectrométrie de fluorescence X, n'est pas prévue à l'examen partiel numéro un de la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle que pour la semaine prochaine, seule la spectrométrie par émission optique, excitation par étincelage, donc nos spectromètres, ainsi que l'analyseur carbone-soufre sont concernés par le premier examen. De sorte que la fluorescence X fera l'objet plutôt du deuxième partiel dans le courant du mois d'avril. Donc, je vais aborder donc la fluorescence X. C'est bon, on pourrait définir la plus simplement possible la fluorescence X comme c'est un phénomène. La fluorescence, c'est pas un appareil en tant que tel. La définition de base de fluorescence, c'est un phénomène physique qui implique la réémission d'éléments, d'atomes, la réémission de rayonnement suite à une excitation de l'atome en question. Ça peut être une excitation due à un bombardement d'électrons ou due par une émission de photons sur l'atome. Donc, il va à chaque fois, que ce soit par des électrons ou que ce soit par des photons, euh, l'atome bombardé va réémettre son propre rayonnement ou du rayonnement, une signature spectrale en lien avec sa structure électronique. Donc, je vais avoir l'occasion, là, c'est une définition assez générale, pas si claire, mais je vais prendre le temps dans cette capsule-ci de vous expliquer en long et en large le phénomène de fluorescence et aussi surtout aussi comment on génère du rayon X. J'avais déjà parlé dans une capsule en début de session déjà de la méthode utilisée techniquement pour générer et émettre des rayons X dans les systèmes d'analyse. Donc, je vais faire un repassage là-dessus parce que c'est pleinement concerné par les appareils à fluorescence X, la production de rayons X. Donc, l'absorption d'un rayonnement, ou ça peut être électron aussi, produit la réémission d'un rayonnement moins énergétique. Donc, en général, ça prend un certain niveau d'énergie pour provoquer la fluorescence, et l'émission d'énergie est en général plus faible que le rayon, que l'énergie incidente qui est pénétrée dans l'atome. Avant d'expliquer en détail le phénomène de fluorescence ainsi que la production de rayons X, je vous présente ici Henry Moseley, qui est un physicien euh, qui a
contribué aux connaissances sur le phénomène de fluorescence, mais surtout, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a établi un lien clair et prouvé entre l'énergie d'un rayon X émis par fluorescence, par un élément ou par un atome, et la structure de l'atome même, ou entre autres en lien avec le numéro de l'échantillon. On parle de le numéro atomique. Donc, il s'est aperçu qu'il avait trouvé le moyen pour avoir une idée de l'énergie de fluorescence, donc en lien avec la longueur d'onde, et il a participé à du moins comprendre la structure de l'atome à partir de ses observations. Il faut noter, là, c'est quelque chose que j'ai peut-être déjà expliqué aussi dans les premières capsules de la session, c'est que les grandes découvertes au niveau de la compréhension de l'atome, donc le modèle de Bohr, entre autres, la structure électronique, ce sont des modèles qui ont été développés à partir d'observations sur le rayonnement émis par les atomes. Donc, entre autres, dû au rayonnement par rayon X sous excitation. Donc, les modèles de Bohr ont pris naissance à partir d'observations telles que a fait, entre autres, Henry Moseley dans ses découvertes scientifiques sur la fluorescence X. Et puis par après, ben, les connaissances se sont développées, disons affinées, et avec les années, les technologies ont permis de mieux détecter, de mieux mesurer ces énergies-là qui étaient émises par les atomes, de les quantifier, de les différencier afin d'avoir des interprétations plus claires et précises sur le rayonnement par fluorescence. De sorte qu'aujourd'hui, à notre époque, là, on a débouché sur des appareils d'analyse qui permettent une interprétation claire en termes de reconnaissance d'éléments et aussi en termes d'estimation de la concentration d'éléments dans un mélange, dans un échantillon comme les métaux, les alliages métalliques, autrement dit, et aussi, mais pas seulement les métaux, dans toutes sortes de matériaux, dans les roches, les minerais. Donc la fluorescence est une technique qui est appliquée, entre autres, pas au niveau métallurgique, mais au niveau aussi du minerai, puis au niveau aussi de la chimie organique. Donc, on est capable, avec la fluorescence X, de détecter beaucoup d'éléments et d'en mesurer la concentration dans un mélange. En anglais, lorsque vous lisez la littérature et que vous rencontrez le terme, l'abréviation XRF ou SFX, ben ça a rapport avec la fluorescence X. Donc X pour rayon X, Ray pour ray et F pour fluorescence. Maintenant, nous allons étudier de plus près, parce que dans l'appareil que nous avons au département, il y a une source à rayon X. Donc, comment sont produits les signaux? La matière qui est bombardée par les rayons X réémet des rayons X. Donc, c'est à la base même du système, c'est qu'on va bombarder l'échantillon analysé par un rayon X pour le forcer à réémettre des rayons X. OK? Donc, c'est ce qu'on fait. On fait parler l'échantillon en excitant par des rayons X. Donc, on le fait réémettre. Donc, c'est vraiment un phénomène de question-réponse. Autrement dit, quand on injecte ou on projette un rayon X sur un échantillon, c'est comme si on lui posait une question. On lui disait qui es-tu? Et l'échantillon répond par un autre rayonnement dans le domaine aussi du rayon X. Il dit qu'il est, bon, ben, moi je suis du cuivre ou moi je suis du chrome. Et tout dépendant de l'intensité du rayonnement de la signature, ben, on est bien entendu capable, avec une courbe de calibration, d'avoir une information quand même assez précise sur la concentration de l'élément, le nombre d'atomes dans l'échantillon, donc la concentration. Et donc, il y a deux pièces maîtresses dans le système à fluorescence X. Il y a la source à rayon X, un tube à rayon X. Donc, vous voyez une image à droite, en haut. Et il y a la deuxième partie principale qui est la manière de détecter le rayonnement
de reconnaître finalement la rayon X, de dire de ce rayon-là est émis par quel élément, et de se servir aussi du rayonnement pour estimer la concentration de l'élément qui est reconnu. Et là, il y a j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre capsule, mais il y a deux grands systèmes à fluorescence X qui se distinguent par la façon dont les longueurs d'onde elles sont reconnues ou distinguées. Donc, il y existe donc c'est la façon de détecter les signaux ou de les distinguer, c'est-à-dire que le système doit être capable de dire ben, tel rayonnement provient par exemple du chrome et tel autre rayonnement provient du fer. Donc, la fluorescence X, là, son premier travail, là, c'est de différencier les éléments afin de dire que chaque élément en question est présent dans l'échantillon. Et là, il y a deux façons de faire. Il y a la façon par analyse dispersive en longueur d'onde. En abréviation, c'est WDXRF, Wave Dispersive. Donc, c'est ce que veut dire W, Wave qui est onde, D pour dispersif. Et l'autre façon, la deuxième, analyse dispersive en énergie. Donc, EDXRF. Notre système qu'on a au département, il fonctionne selon le deuxième. Il détecte selon la deuxième méthode, soit en analyse dispersive en énergie. Donc, pour tout de suite, là, je laisse ça en suspens. Dans une autre capsule, je décrirai en détail la façon de chacune des deux de reconnaître les longueurs d'onde, les différentes longueurs d'onde en rayonnement X provenant de différents échantillons. Mais pour tout de suite, bon, ok. Oui, ça c'est. Voyons, je pourrais en continuer à parler de ce qui distingue les deux systèmes de reconnaissance, là. Donc en WDS, que ça donne comme spectre de reconnaissance par rapport à EDS. Donc, avant de parler de ça, ben, je vais quand même parler de la façon dont on produit des rayons X. Vous avez un tube à rayon X ici qui sert à produire des rayons X, communément appelé le tube de Coolidge, inventé en 1917 par le physicien du même nom. C'est un tube à vide, donc c'est un A5 qui est sous vide et dans lequel il y a une anode et une cathode. Donc une cathode émettrice d'électrons et une anode qui, elle, va être bombardée par ces électrons-là. Donc j'ai déjà, dans une capsule précédente, je vous ai déjà présenté une animation du fonctionnement d'un tube. Euh, Ce que je fais présentement, là, je me mets, vous l'avez sans doute remarqué là, à divers moments quand j'enseigne ce cours-ci d'analyse chimique, là, je me mets dans la peau d'un physicien ou d'un prof de physique, puis afin d'illustrer les principes de fonctionnement. Et l'avantage d'un prof de physique, c'est qu'il dispose d'aujourd'hui, en 2021, là, grâce à l'Internet, puis grâce à plusieurs universités, il existe une banque énorme de différentes animations qui permettent d'expliquer des phénomènes de physique de base, que ce soit dans le domaine de la physique mécanique, en électricité ou en physique des ondes, dans d'autres domaines reliés de plus loin à la physique, en chimie aussi. Donc, enseigner les sciences fondamentales aujourd'hui pour un professeur, c'est, c'est un charme parce que les outils dont il peut disposer sont énormes. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est comment on produit des rayons X avec la méthode du tube de Coolidge. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil. Donc, je vous l'ai dit, l'appareil, ben, ce qu'il fait, il y a deux grandes parties. Il y a un producteur à rayon X, donc un tube, avec une cathode et une anode. Et il y a le détecteur. Donc, c'est les deux grandes parties. Je vais parler, dans cette capsule-ci, je vais plus me concentrer sur la façon dont les rayons X sont produits. Donc, ce que vous avez ici, c'est... bon, c'est pas... bien entendu, vous avez compris que c'est pas exactement ça, là,
qui est à l'intérieur de l'appareil. C'est plus le tube de Coolidge, du physicien du même nom, qui avait fait ce montage-là pour réussir à produire des rayons X. Et ça permet très très bien de comprendre le principe. Dans une autre animation plus tard que je vais vous montrer, vous aurez une vue, une, une idée peut-être un peu plus représentative de ce qu'il y a dans notre appareil en termes de production de rayons X. Mais cette animation-là permet de très très bien comprendre la méthode. Donc, ça prend de l'électricité pour produire du rayon X. Vous l'avez peut-être compris déjà parce qu'il y a la présence d'une pile. Ça peut être une pile, mais ça peut être aussi une source électrique là, branchée au mur là, provenant d'un fournisseur d'électricité, bien entendu. Mais ici, on a recours à une pile parce que Coolidge avait eu recours à une pile. Et puis là, il y a un filament de tungstène qui va être chauffé, qui représente la cathode. Donc, la cathode, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être chauffée, puis en étant chauffée, elle va produire des électrons. Il y a une différence de potentiel qui est appliquée entre la cathode, qui est la partie blanche à gauche, dans laquelle il y a un filament de tungstène, et de l'autre côté, vous avez le gros morceau doré, vous voyez, c'est du cuivre. Et entre les deux, il y a une différence de potentiel qui est appliquée. Et là, vous avez les deux sont à l'intérieur d'une enceinte complètement fermée et dans laquelle on a fait un vide. Donc, on a un vide assez poussé, là, 10 à la moins 6 mm de mercure de pression. Donc, je vous rappelle que la pression ambiante, ici, quand, à la hauteur, au niveau du sol, au niveau à la surface de notre planète, elle est de 760 mm de mercure, la pression normale. Elle va varier un petit peu, là, tout dépendant des conditions météo, mais c'est autour de 760 mm de mercure. Ici, on est à 10 à la moins 6 mm de mercure. Donc, c'est pratiquement là, le vide presque complet. Et ça, c'est nécessaire, vous allez comprendre pourquoi. Et là, on applique une différence de potentiel entre la cathode et l'anode. Donc, l'anode étant la partie à droite, qui est un morceau de cuivre, que vous voyez ici. Et le morceau de cuivre, il va être refroidi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite douche là, complètement à droite. Là, c'est qu'avec un tube, là, on va faire circuler de l'eau sur le bout de la tige de cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre va chauffer beaucoup. Et si on ne refroidit pas pendant le processus, le cuivre va finir par fondre et donc détruire le système, bien entendu. Donc, il faut absolument que ce soit refroidi. Et c'est le cas dans l'appareil à fluorescence X. Là, il y a un élément refroidissant qui permet d'éviter que l'anode puisse fondre sous l'action du phénomène. Donc, et lorsqu'on applique la différence de potentiel requise entre le filament de tungstène qui est chauffé et l'anode, qui est de l'autre côté, vous voyez ce qui est provoqué tout de suite, là, c'est que ce sont des électrons qui sont produits par le tungstène. Soit dit en passant, nous, c'est une pièce, c'est un filament en molybdène dans notre appareil. Mais Coolidge, quand il avait fait son expérience, il voulait éviter, il voulait, autrement dit, produire un effet Joule plus important. Donc, il avait choisi le tungstène. C'était surtout à l'époque aussi, ça tombait à l'époque où aussi l'ampoule électrique avait été inventée. Donc, il s'était procuré un fil de tungstène qui aurait dû peut-être servir à fabriquer une ampoule électrique. Lui, s'en est servi pour simplement faire son tube cathodique. Et là, il y a une différence de potentiel. C'est-à-dire que les électrons, aussitôt qu'ils sont produits, ils sont attirés très fortement de l'autre côté par l'anode. L'anode, c'est comme une pompe à électrons due à la pile électrique. Et là, les électrons vont bombarder de l'autre côté. Et pour que les électrons puissent voyager librement, ben, ça va bien mieux quand il n'y a personne. Il n'y a pas d'obstacle. D'où le vide à l'intérieur du tube. Donc, les électrons ils risqueront pas de rentrer en collision avec des molécules d'air et donc empêcher le bombardement de la partie de l'anode.
Et là, vous voyez, les électrons se dirigent, même que le système il permet une certaine concentration euh, du faisceau électronique au centre de la cathode. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la partie en molybdène qui est en contact, donc qui est en contact avec le cuivre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les atomes de molybdène qui sont collés sur la plaque de cuivre, donc vous voyez ici, on commence à faire refroidir parce que ça chauffe beaucoup là, quand on bombarde un matériel avec des électrons. Les électrons transmettent leur énergie à la cible de molybdène. Et là, il y a un échauffement très important de température qui s'effectue, de sorte qu'il faut refroidir l'anode pendant le bombardement en électrons, de manière à éviter la fusion de toute l'anode. Donc, la cible est en molybdène, raccordée au conducteur en cuivre. Donc, les électrons qui bombardent la cible en molybdène. Et là, ce que vous voyez en blanc, c'est le résultat. Une émission de rayonnement X. Donc là, oui, on indique qu'il y a une forte potentielle. Il y a un potentiel de 20 volts entre les deux bornes. Ça permet donc aux électrons de bombarder la cible, cette différence de potentiel-là. Et là, vous avez l'émission du rayon X par les atomes de molybdène qui sont bombardés par les électrons. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on produit des rayons X. Les rayons X sont produits dans toutes les directions, malgré que là, on peut donner une certaine orientation, comme on le fait ici, et favoriser une direction du faisceau de rayon de mix incident. Mais le rayon X peut aller dans toutes les directions. De sorte qu'on peut, si on veut exploiter le rayonnement X produit, on va le faire sortir par un trou et diriger le rayon X vers une autre cible, en l'occurrence vers un échantillon à analyser si on veut faire une analyse par fluorescence X. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire de la fluorescence X, un phénomène de l'analyse par fluorescence X, on utilise un rayon X qui est produit par un tube à rayon X. Et là, je vous montre une autre animation qui va permettre de pousser un petit peu plus l'explication. Donc, ce que vous avez ici, je rappelle que du rayon X, ce sont des ondes électromagnétiques, comme la lumière visible d'ailleurs, comme les ondes radio. À la différence, c'est que les rayons X, ce sont des ondes de beaucoup plus courte de longueur d'onde. Donc, vous avez ici la répartition des différents domaines de longueur d'onde des ondes électromagnétiques. Donc, à gauche, vous avez les ondes longues, donc des fréquences petites, grande longueur d'onde, donc dans le domaine des ondes radio. Ensuite, nous, on a décidé, là, vous voyez, c'est assez restreint, là. Vous avez les infrarouges qui viennent après les ondes radio, qui ne sont pas tellement représentés ici dans l'animation, mais peut-être un petit peu plus tard. Non, même pas. Ensuite, vous avez le rouge, le jaune, le vert, le bleu, là, qui sont comprises entre 400 et 700 nanomètres environ de longueur d'onde. Ensuite, vous avez les ultraviolets. Et après les ultraviolets, donc, il y a les rayons X qui se situent dans le domaine que vous voyez ici. Donc, c'est là-dedans qu'on travaille, dans la partie orange avec en fluorescence X. Donc, le spectromètre à émission optique, on travaille dans le domaine du visible et un petit peu de l'ultraviolet. Puis, au niveau de la fluorescence X, on travaille au niveau des rayons X. Des longueurs d'onde beaucoup plus courtes et énergétiques aussi. Donc, nous, on travaille là-dedans en fluorescence X. Donc, ici, ce qui apparaît, c'est que les longueurs d'onde, on peut les quantifier de deux façons. Soit les différentes ondes électromagnétiques se différencient de par la longueur d'onde, qui est exprimée ici en nanomètres. Donc, les rayons X, là, c'est dans le domaine du... Ça commence à peu près à 1 nanomètre jusqu'à environ à peu près là, au niveau de 0,01 nanomètre de longueur d'onde. Mais on peut aussi les quantifier en termes d'énergie.
Donc ici, là, exprimé en kiloélectronvolts. Donc c'est comme ça, on peut les distinguer de deux façons. Soit en longueur d'onde, soit en énergie. Parce que je vous rappelle que selon la loi de Planck, ben, la longueur d'onde d'une onde est en rapport avec son énergie. Plus un photon ou plus une onde fait d'oscillations, donc plus sa fréquence est élevée, plus sa longueur d'onde est courte, plus le nombre d'oscillations dans l'espace est grand, plus il est énergétique. Donc c'est pour ça que si sur l'échelle, là, plus la longueur d'onde diminue, mais plus l'énergie augmente. Donc c'est les deux façons dont on va quantifier ou exprimer ou identifier une longueur d'onde parmi une autre, soit par la longueur d'onde, soit par son énergie, souvent exprimée en kiloélectronvolts. Donc ici, vous avez le tableau périodique qui va permettre de montrer que en fluorescence X, il y a un domaine d'application. Et là, on vient de mettre en évidence les éléments pour lesquels on a l'habitude de travailler en rayon X. Et vous avez vu disparaître à toute fin pratique un certain nombre d'éléments, surtout les plus légers. Donc vous voyez que l'hydrogène, l'hélium, tous les éléments de la deuxième ligne, là, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, ils ont comme été, ils sont presque disparus de l'image. Et c'est seulement à partir du sodium. Attendez, une petite madame qui parle. Donc, j'ai parti de l'animation trop tôt, parfait. Donc, et là, vous avez aussi les gaz rares qui sont disparus aussi. Donc, presque pas possible d'analyser en fluorescence X les gaz rares, ni les éléments trop légers. Donc, tous les éléments des deux premières lignes, là, ben, c'est à toute fin pratique impossible de faire de la fluorescence X avec ces éléments-là, pour différentes raisons que je vous expliquerai plus tard dans une autre capsule. Mais sachez pour le moment que c'est une des limitations de l'analyse par fluorescence X. Donc, nous, les métallurgistes, on s'intéresse particulièrement au carbone, par exemple. Ben, sachez tout de suite qu'il n'est pas possible d'analyser le carbone dans un acier ou dans une fonte par fluorescence X. Donc, on n'obtient pas de résultat. Il n'y a pas de rayonnement assez important par fluorescence X avec le carbone. Je vous expliquerai ça plus en détail là, dans une autre capsule. Donc ça fait partie des quelques limitations liées à la technique par fluorescence X en métallurgie. Donc à partir du sodium, par contre, donc à partir des éléments de la troisième ligne, ben, ça fonctionne. Disons qu'avec les éléments de la troisième ligne, ça fonctionne, mais avec certaines conditions. Et puis, à partir des éléments là, de la quatrième ligne, ça fonctionne encore mieux. Donc, plus les atomes sont lourds, actuellement, là, mieux ça va fonctionner en fluorescence X. Puis après ça, quand ils sont trop lourds, ben, ça ne fonctionne pas pour d'autres raisons. Donc, les éléments qui sont demeurés éclairés dans mon animation, là, ce sont les éléments qui sont analysables en fluorescence X. Détectables et analysables. Donc, je poursuis la petite animation, montrer autre chose intéressante. Je ne connais pas la petite demoiselle, je ne sais pas c'est qui. Bon, j'ai trouvé cette animation-là, c'était pas pour la demoiselle, c'était plus pour les... Je trouvais que les animations étaient bien faites et permettaient de comprendre. Donc, vous voyez ici, c'est une animation qui montre simplement, là, de manière la plus simpliste possible, ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil à fluorescence X. Vous avez la source à rayon X qui est représentée en bleu. Donc, nous, c'est une anode de molybdène, donc qui est bombardée par des électrons et qui force à émettre du rayonnement X provenant des atomes de molybdène. Donc, c'est ce nous, on a. Donc, vous voyez le rayonnement qui est émis là, par le tube, il est dirigé, il est collimaté vers un échantillon analysé. Donc, vous voyez en haut, là, sample, c'est un échantillon qu'on veut analyser. Fait qu'on, le rayon X produit, il est dirigé vers l'échantillon.
Et là, il va se produire un phénomène de fluorescence X avec les atomes de l'échantillon. Le rayonnement X incident provenant du molybdène de la source va être absorbé par l'échantillon et les atomes vont réémettre du rayonnement X. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est pas une réflexion, là. Ça peut peut-être donner à penser que c'est une lumière qui réfléchit. C'est pas ça du tout. Donc, le rayon X, il est absorbé par l'échantillon et l'échantillon réémet du rayonnement X. Donc, il va émettre, si l'échantillon est construit de plusieurs éléments différents, comme c'est souvent le cas en métallurgie, ben, chaque élément exposé sous le rayonnement X incident va avoir l'occasion de réémettre ses propres longueurs d'onde. Donc, il va y avoir plusieurs longueurs d'onde qui vont sortir de l'échantillon. Et vous avez à droite un détecteur qui, lui, va être capable de détecter, autrement dit, de détecter la présence du rayonnement et d'en mesurer l'énergie. De façon à distinguer d'où provient ce rayonnement-là, qui est la source du rayonnement de fluorescence. Donc, c'est comme ça le fonctionnement de base du système. Donc, ici, on nous indique qu'il y a un filtre à la sortie. Oui, parce que le molybdène émet plusieurs longueurs d'onde. On va le comprendre un peu mieux tantôt pourquoi, là. Mais il y en a seulement une qui sert, qui va être choisie. Fait qu'on met un filtre de manière à laisser passer seulement une des nombreuses longueurs d'onde émises par l'anode de molybdène qui est bombardée par les électrons. Donc, vous voyez, ça c'est le rayon X secondaire, ou le primaire c'est la source à rayon X. Le secondaire, c'est le rayonnement de fluorescence émis par les atomes dans l'échantillon analysé. Donc, là ici, vous voyez, ça c'est la raison principale pour laquelle je suis tombé là-dessus sur Internet et j'ai choisi de m'en servir pour mon cours. C'est qu'on, ça explique très très bien là, le phénomène de fluorescence de base. Là. Donc, vous avez ici un atome, là vous avez les électrons, là je mets sur pause de temps en temps là, pour pas trop nous étourdir, là, parce que ça tourne vite. Hein? Donc, vous avez le noyau de l'atome, là, les boules bleues et roses qui sont les protons et les neutrons constituant le noyau. En fluorescence X, le noyau n'est pas impliqué dans le phénomène. Okay? C'est les électrons qui tournent autour qui sont impliqués. Vous avez deux électrons dans la première couche, qu'on appelle, en soit dit en passant, la couche K. Donc, elles ont des symboles, les couches. La première, son symbole, c'est la lettre K. Vous avez 8 électrons dans la deuxième. Donc, la deuxième couche représentée en bleu. La couche L, soit dit en passant. Vous en avez une troisième. OK. Euh, avec un certain nombre d'électrons. Et vous en avez une quatrième qui est un électron périphérique de valence, visiblement, là. Donc qui tourne qui est présent dans une quatrième couche. Donc ça tourne bien entendu autour du noyau. Puis là, la demoiselle, ce qu'elle explique, ce que moi je vais faire à sa place, bien entendu, c'est que si on envoie un rayon X à travers l'atome, comme vous voyez ici, donc vous avez ici un rayon onde avec une certaine longueur d'onde dans le domaine du rayonnement X qui traverse l'atome. Que peut-il se passer lorsqu'on laisse traverser un rayon X à travers un atome? Bien, voyez, regardez ce qui se passe. Là. Je vais le reculer pour bien le voir. Là. Regardez l'atome, l'électron en gris, un des électrons de la première couche. Il va être bombardé par le photon de rayon X. Et il va acquérir de l'énergie. Donc, le photon de rayon X incident va être absorbé par l'électron, en tout ou en partie. Du moins, ça va permettre à l'électron de prendre suffisamment d'énergie de ce rayonnement X incident-là pour pouvoir lui permettre de sortir de l'atome. Donc, l'atome en question, là, il va être ionisé.
Donc, ionisé, ça veut dire quoi? C'est un atome qui perd un ou plusieurs électrons. Il devient donc un ion. Un ion, là, c'est un... Ici, ça va être un ion positif, bien entendu, parce qu'il va il va lui manquer une charge négative, un électron. Donc, l'électron va s'en aller. Partir. Quitter l'atome. Non. On le voit bien, là, qui est ici, il est parti. Et là, ben, le résultat, c'est que, oups, il manque un électron. Il est parti. Et ça ne peut pas exister. OK? Donc, il faut absolument qu'il y ait un autre électron ici. D'où va venir l'électron à combler? Ben, il va venir d'un des autres électrons situés dans l'une ou l'autre des couches supérieures. Donc, c'est ce qui va arriver probablement ici, à la suite dans l'animation. C'est que vous allez voir bel et bien un électron. Ah, c'est celui-là qui a été l'heureux élu. Ils se sont parlé probablement tous les électrons ensemble, là, à chicaner, à savoir c'est qui allait se sacrifier pour aller remplacer l'électron dans la première couche. Finalement, il y en a un qui s'est dit, bon, ben moi y aller, moi d'abord, si vous voulez, si personne veut y aller, il va le faire. C'est lui qui s'est sacrifié pour y aller. Mais lui, il a dû libérer une place. Là. Okay? Il a comblé un vide de son côté derrière lui aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'électron a quitté, il a dû se débarrasser d'une quantité d'énergie excédentaire. Autrement dit, le niveau d'énergie des électrons correspond au niveau, à la distance par rapport au noyau. Plus un électron est éloigné du noyau, plus il possède de l'énergie. Ce qui veut donc dire que si un électron veut se rapprocher du noyau, il doit se baisser son niveau d'énergie à lui. Il doit donc se débarrasser de l'énergie excédentaire. Il va le faire sous forme de rayonnement de photons que vous voyez en turquoise ici. Donc, l'énergie du photon émis, c'est le photon de fluorescence. Et étant donné que la différence d'énergie entre le premier et le deuxième niveau est quand même relativement élevée, ça donne une longueur d'onde, un photon de très courte longueur d'onde, très énergétique, dans le domaine du rayon X. Donc, soit dit en passant, quand on fait de la spectrométrie par émission optique, on utilise des ondes émises par des changements de place d'électrons dans les couches supérieures, entre la sixième, la cinquième, sixième, quatrième, troisième. La différence d'énergie entre les énergies des couches supérieures est beaucoup plus faible. Ce qui fait que les électrons, les photons qu'ils émettent, ce sont des longueurs d'onde beaucoup plus longues. Donc, dans le domaine souvent du visible ou de l'ultraviolet, voire même de l'infrarouge. Mais, lorsque ce sont des électrons des premières couches, celles les plus près du noyau, puis d'autant plus que l'élément c'est les plus lourds, les différences d'énergie sont beaucoup plus grandes entre le premier niveau et le deuxième, ou le premier niveau encore plus entre le premier et le troisième et le quatrième. Donc, voyez-vous, dans le rayonnement X, c'est souvent les électrons des premières et deuxième couches qui sont impliqués, qui reçoivent le rayonnement incident et que l'on doit les remplacer. Ce qui implique que l'électron d'une couche supérieure qui doit aller remplacer l'électron dans la première couche ou la deuxième doit se débarrasser d'une très grande quantité d'énergie. Ce qui donc correspond à un photon très énergétique de très courte longueur d'onde dans le domaine du rayonnement X. Donc, là ici, l'animation, là, ce que je trouve un peu bizarre, là, c'est en passant, c'est que le rayonnement, au lieu de sortir de l'atome, il rentre. Bon, en tout cas, ça va être un bug de l'animation, là. C'est pas grave. Donc, ça, c'est le principe de base au niveau atomique. Donc, on remet ici le principe à l'intérieur du spectro, de l'appareil à fluorescence X. Et là, oui, ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, au détecteur, quel signal est envoyé? Ben, ça, c'est la version EDS que vous voyez ici. Okay? Notre spectromètre, notre spectromètre de fluorescence, là, notre appareil à fluorescence X, c'est ce signal-là, c'est ce genre de signal-là qui est généré.
Le détecteur que nous utilisons dans notre appareil, il fait deux travails simultanément. C'est un détecteur spécial qu'on appelle SDD, Silicon Drift Detector. C'est ce que ça veut dire. J'en reparlerai plus en détail du fonctionnement dans la capsule suivante, mais pas cette semaine, la semaine dans 2 semaines. Il n'y aura pas de capsule la semaine prochaine parce que ça va être l'examen. Mais le détecteur dans notre appareil, la version, tantôt je vous ai parlé qu'il y avait deux façons de détecter le signal dans les appareils à fluorescence X. Il y a le WDS et il y a la version EDS. Nous, notre appareil utilise le détecteur EDS, énergie dispersive. Donc, ce qui fait le détecteur, c'est qu'il est capable de reconnaître les différentes longueurs d'onde. Okay? Fait que tous les rayons X sont dirigés au même endroit, sur le même détecteur, sur la même surface du détecteur. Et le détecteur, lui, est capable de reconnaître les différentes longueurs d'onde qui arrivent toutes au même endroit. Donc, il n'y a pas de séparation de longueur d'onde comme dans le spectromètre à émission optique. Okay? Il n'y a pas de réseau de diffraction qui sépare les différentes longueurs d'onde et qui les dirige à des directions différentes et donc sur des positions de détecteurs spécifiques à la longueur d'onde. C'est pas ce qui se passe dans la fluorescence X. Il n'y a pas de séparation de longueur d'onde. Les différentes longueurs d'onde provenant des différents échantillons sont tous envoyés au même endroit. Donc, ils voyagent de manière parallèle vers le détecteur. Et de par son mode de fonctionnement, ce détecteur-là est capable de distinguer les différentes longueurs d'onde. Et ça donne le genre de signal qui arrive à l'écran comme ça, que vous allez être en mesure de voir sur l'appareil à fluorescence X. Donc, vous voyez que le détecteur est capable de discriminer les différentes énergies. Ici, là, sur le graphique qui vous est montré, là, on n'a pas choisi les longueurs d'onde, on a choisi les énergies, qui est directement en lien avec la fréquence et la longueur d'onde des photons, bien entendu. Et en axe vertical, vous avez l'intensité de chacun des signaux provenant de chacun des éléments. Ici, on a un échantillon qui contenait tous ces éléments-là, donc chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc. Ben, eux, ils émettent une longueur d'onde qui ont de différentes énergies. Parce que l'énergie de leur niveau électronique respectif est différente d'un élément à l'autre. Donc, les différences d'énergie, par exemple, entre le deuxième niveau de l'atome de cobalt et le premier niveau de l'atome de cobalt, génèrent un photon de 7 kV, tandis que le manganèse, lui, la différence d'énergie entre le deuxième niveau et le premier niveau dans la couche électronique de l'atome de manganèse, ben lui, il correspond à un petit peu moins que 6 kV. Donc, le détecteur est capable de discriminer, de distinguer ces différentes énergies-là. Puis après ça, il nous représente ça sous cette forme-là. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va positionner horizontalement chacune des énergies de chacun des éléments. Donc, il y a un premier travail de reconnaissance de la présence des éléments, okay, qu'il reconnaît de par la présence d'un signal. Donc, le détecteur, lui, il discrimine les différentes énergies, les différentes longueurs d'onde, puis il compte le nombre de fois que chacun des photons arrive au détecteur. Puis, le nombre de fois que le photon arrive sur le détecteur, mettons le photon du cobalt là, de 7 kV, ben lui, quand il y a un photon qui arrive de 7 électronvolts, ben il voit bien, il détecte qu'il y a un photon de 7 électronvolts qui est arrivé. Fait qu'il positionne à 7, puis il fait monter le pic un peu. Puis plus le photon de 7 kiloélectronvolts arrive souvent, mettons qu'à chaque seconde, le détecteur il dit, ben je vais compter le nombre de fois que ce photon-là arrive sur moi. Ben,
S'il arrive seulement une fois par seconde, ben il va juste mettre une fois par seconde, il va faire monter le pic d'une certaine hauteur une fois par seconde. Mais si le photon arrive 15 fois par seconde, ben le pic, en fonction du temps, il va monter beaucoup plus rapidement. Donc, et pourquoi le cobalt, c'est quoi qui fait que la longueur d'onde du cobalt de 7 kV arrive une fois par seconde ou 15 fois par seconde? Ben, ça dépend du nombre d'atomes de cobalt qu'il y a dans l'échantillon et donc de sa concentration. Donc, la signature que vous voyez ici, ok, le graphique, ben, la hauteur des pics, c'est le nombre de fois que le détecteur a compté la présence du photon dans une minute, disons, dans un temps donné. Donc, c'est comme si on prenait une photo, là, dire, OK, au bout d'une minute, là, c'est ça qu'on a. Mais au départ, quand on analyse, là, dans les premières secondes, dans les premières fractions de seconde, là, il n'y a pas de pic. Mais au fur et à mesure que le temps avance, ben là, plus le photon, plus le zinc, par exemple, plus le cobalt est concentré, plus son photon arrive souvent, plus son pic arrive rapidement. Fait que, vous voyez, on reconnaît la présence d'éléments par la présence du pic correspondant à son énergie, de manière horizontale, puis on évalue la concentration de l'élément de par la hauteur des pics qu'on a obtenus pendant un temps d'analyse de quelques minutes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en fluorescence X version EDS. Voilà. Je vais laisser continuer l'animation. Il y a peut-être d'autres choses intéressantes à voir. Donc, vous voyez, la petite demoiselle, elle explique que, mettons, s'il y a du fer dans l'échantillon, ben, on reconnaît la présence du fer. Il y a une autre demoiselle ici qui nous montre une application très, très rencontrée dans le domaine, dans le monde de la fluorescence. La demoiselle, elle a un appareil portable de fluorescence X qui fonctionne sur le même principe que l'appareil que vous voyez dans notre laboratoire sur un comptoir, mais portable. Donc, vous voyez, là, elle ne fait que, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait que diriger le faisceau de rayon X sur l'élément qu'elle veut analyser et le système lui donne la composition chimique. Donc, elle pourrait analyser une feuille, du bois, de la roche, surtout. Donc, ceux qui travaillent dans le secteur minier utilisent beaucoup ce genre de système-là. Mais ceux aussi qui travaillent dans le domaine de la récupération de métal, pour reconnaître les différents alliages entre eux, donc pour faire des lots, donc séparer différents lots, comme par exemple les ferrailleurs doivent séparer les aciers inox austénitiques des aciers inox ferritiques, des aciers ordinaires au carbone. Donc, vous voyez, les aciers inox ferritiques, les aciers inox austénitiques, puis les aciers au carbone ordinaires doivent être séparés en 3 lots différents avant d'être revendus aux aciéries. Donc, vous voyez, en utilisant un appareil comme celui-là, donc je vais vous montrer l'appareil là, au lieu de vous laisser sur l'image de la demoiselle. Je vais revenir avec l'appareil en question. Donc, on dirait un fusil de la version du film de Star Wars, là, mais c'est pas ça, c'est vraiment un appareil à fluorescence. Donc, en utilisant, les ferrailleurs vont utiliser ce genre de système-là pour, donc ils vont pointer les différents métaux qu'ils reçoivent pour essayer de les différencier les uns des autres. Comme par exemple, ça pourrait différencier tout de suite un acier inox austénitique d'un acier inox ferritique. Parce que dans l'austénitique, il y a présence de nickel. Tandis que dans le ferritique, il n'y en a pratiquement pas. Donc, vous voyez, si, mettons, on pointe un lot, un morceau de métal, puis là, ben, oups, le système nous dit, ah, il y a tant de nickel à tant de concentration, ben, là, on vient de tout de suite savoir que c'est un inox austénitique qui ne doit pas être mélangé avec les ferritiques parce que ne faut pas contaminer le ferritique avec du nickel. Donc, vous voyez le type d'application intéressante en métallurgie. Puis ça, ben, la demoiselle, elle s'en sert dans plus un domaine minier ou au niveau de la géologie. Ici, c'est un système de laboratoire qui est plus précis. L'inconvénient du système avec le fusil,
c'est qu'au niveau des concentrations, là, il va donner une idée, un ordre de grandeur. Il n'est pas très précis pour l'évaluation des concentrations, mais il est capable au moins de dire qu'il y a tel élément, puis d'en avoir un ordre de grandeur de quantité. Tandis qu'avec ce genre de système-là, on est capable d'être très précis au niveau des concentrations. Comme d'ailleurs l'appareil de notre laboratoire à nous. Voilà. OK. Donc, c'était l'appareil Hitachi. Je vais poursuivre avec d'autres animations. Moi, j'aime ça, les animations. Je sais pas si c'est votre cas à vous aussi, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Petite parenthèse, là, moi, j'inviterais certains professeurs qui enseignent les domaines scientifiques d'utiliser plus les animations, parce que je pense que pour vous, les élèves, là, ça aide beaucoup. Donc, vous voyez ici, c'est une autre façon de comprendre le phénomène de fluorescence. Vous avez un échantillon qui est représenté en gris. Vous avez les flèches, les trois flèches oranges qui sont collimatées vers l'échantillon, absorbées, et les éléments réémettent en fluorescence X dans toutes les directions. Donc, la source à rayon X, le rayon X qui arrive sur l'échantillon, et les atomes reçoivent le rayonnement X et réémettent leur propre longueur d'onde dans toutes les directions. Ce qu'il faut savoir, là, mais ça j'en parlerai plus en détail plus loin pour une autre capsule, c'est que lorsqu'on bombarde du rayon X un échantillon, il n'y a pas seulement les rayonnements de longueur d'onde précises provenant du phénomène de fluorescence de chacun des éléments qui sortent de l'échantillon. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a entre autres des électrons provenant de l'échantillon parce que le rayonnement X, il fait sortir des électrons, on l'a vu tantôt. Hein, je vous ai dit tantôt l'électron de la première couche qui quitte l'atome. Ben, ces électrons-là qui quittent l'atome vont percuter le détecteur aussi, puis donner un signal sur le détecteur. Puis, il y a aussi un phénomène du rayon X qui vont rebondir à toute fin pratique ou diffracter vers le détecteur. Donc, il n'y a pas seulement le signal. Les détecteurs ne recevront pas seulement le signal des éléments. Ils vont recevoir d'autres signaux aussi que le système doit être capable de distinguer ou de faire. Donc, le système doit être capable de faire ressortir le signal qui nous est utile. Donc, les rayonnements de fluorescence, la signature des éléments, et de le distinguer des autres signaux parasites qui viennent forcément avec le phénomène de fluorescence. Ce que j'aime de cette animation-là aussi, c'est qu'elle permet elle aussi de bien comprendre le phénomène de fluorescence. Vous avez ici les couches K, L, M d'un atome, donc les trois premières couches qui sont impliquées dans le phénomène de fluorescence, parce que leur différence d'énergie est très grande entre ces trois éléments, entre ces trois couches-là. Donc la première, la K, L, M. Donc vous avez les électrons qui sont répartis sur les différentes couches. Là, quand le rayon X passe à travers, ben, il va aller percuter un des électrons de la couche K ou de la couche L. Ici, c'est un électron, comme tout à l'heure, un électron de la couche K qui est parti. Vous voyez. Et là, ça va prendre un des électrons des deux couches, soit de la couche L, ou ça peut être un électron de la couche M aussi, qui va aller remplacer l'électron dans la couche K. Donc, on voit bien ici l'électron. On nous remonte plusieurs fois qu'il y a un électron qui est bombardé, qui est percuté. Et voilà. Et là, ça a été ici, cette fois-ci, un électron de la couche juste au-dessus, la couche L, qui est allé remplacer. Donc, et là, comme on le sait, il va y avoir un photon qui va être émis dû à la différence d'énergie, correspondant à la différence d'énergie entre L et K. Donc ici, on le fait plusieurs fois. Je pense que vous commencez à comprendre le principe.
Puis là, ben, on va voir probablement qu'on va représenter un photon qui sort. Ouais, ici. Donc, vous voyez ici, là, on représente, c'est pour ça que je viens avec cette animation-là aussi, ça permet de faire un lien avec l'animation précédente. Vous avez le fusil d'appareil à fluorescence X. À l'intérieur, vous avez la source de rayon X, mais vous avez aussi à côté le détecteur, qui est tout de suite à côté. Donc là, le rayon X percute l'électron en question, comme on l'a vu tout à l'heure. L'électron s'en va. Là, il va y avoir l'électron qui vient le remplacer, mais qui doit se débarrasser de la quantité excédentaire d'énergie sous forme de photon qui va se rendre au détecteur et lu par l'appareil. Voilà. Il va être interprété, bien entendu, avec un détecteur. Bon, là, il va donner au système, ben ah, il y a tant de cuivre, tant de nickel, tant de fer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est une animation promotionnelle aussi pour un équipement, là, mais c'est quand même bien fait, là, c'est pour ça que je les utilise. C'est pas pour vendre des machines que je vous montre ça, c'est plus pour. Je trouve que c'est bien fait, puis ça montre le principe. Bon, là, je reviens à mon PowerPoint, si vous permettez. Voilà. Donc, si on donne quelques autres détails concernant le tube à rayon X, donc la cathode émet des électrons, bombarde l'anode. Nous, notre système, c'est une anode en molybdène qui est bombardée par une cathode constituée d'un filament de tungstène. La tension appliquée, tout dépendant des tubes, ça varie de 10 à 30 kilovolts. Voilà. Donc, vous voyez qu'en ayant vu des animations, là, les images vous paraissent beaucoup plus faciles à comprendre. Hein? Donc, moi, je considère que pour enseigner la physique et la chimie, là, aujourd'hui, là, les animations telles que je vous les montre, c'est fondamental, c'est presque obligatoire. Parce que n'expliquer ce genre de choses-là qu'avec des images comme ça, ben, oui, ça permet de comprendre une partie, mais quand que ça bouge, quand il y a des animations, moi, je trouve ça plus clair, plus facile à comprendre. Mais je complète quand même avec des images, là. Donc, vous avez ici, là, vous reconnaissez le, le, le cathode constitué d'un filament de tungstène, qui est la partie rouge. Et là, vous avez des électrons qui sont attirés par l'anode, parce qu'il y a une différence de potentiel. Et il y a une inclinaison qui permet de diriger le rayon X produit vers une sortie, donc le faisceau de rayon X primaire. Et vous avez une fenêtre en beryllium qui permet de filtrer certaines longueurs d'onde. L'anode, elle est refroidie parce que sinon, les électrons, eux autres, ils ne produisent pas uniquement des rayons X, ils chauffent beaucoup la cible. La cible, ça ne veut pas qu'elle fonde, doit être refroidie avec de l'eau, ce qu'on va représenter en turquoise, le système de refroidissement à l'eau. Voilà. Pas trop difficile à comprendre, j'espère pour vous. OK. Avant de terminer la capsule, peut-être aborder certains détails propres au système, mais auparavant, je vais vérifier combien de temps j'ai utilisé. Oh, mais ça passe vite le temps, 58. Donc, je vais terminer la capsule ici pour cette semaine. Donc, ça va être l'unique capsule de cette semaine, parce que je ne veux pas avancer trop vite dans la session, là. Je ne veux pas non plus me retrouver à milieu du mois d'avril et avoir complètement terminé la théorie. Je vais ralentir un peu le rythme. Donc, de sorte que je ne fais qu'une seule capsule cette semaine. Et puis, si vous avez des questions concernant l'examen, je vous ai envoyé un milieu là, pour vous donner des détails sur ce qui est à étudier. Euh, pour l'examen la semaine prochaine, ben, on aura l'occasion de se voir à quelques reprises si vous avez des questions. Voilà.